François Bontière, livre atelier d'écriture, c'est le cycle été 2024. On est parti pour la 9. Le principe étant d'une proposition quotidienne pendant 40 jours, exercer, faire que l'écriture devienne un temps de répétition, d'exercice tout simplement. Qu'est-ce que ça peut aider? En quoi ça peut aider? Comment ça peut aider? Le mot aide, allez, enlevons-le. Comment ça peut nous pousser dans le dos, dans des endroits qu'on n'avait pas prévus pour le travail personnel, qui, moi, ne me regarde pas. Alors, on travaillait beaucoup sur les thèmes. On a commencé à glisser vers des petites frontières de la fiction. Et là, j'ai plutôt envie de revenir pour une autre petite série sur les questions de syntaxe. En quoi se contraindre sur la syntaxe, idem, nous permet de débusquer des contenus dans la profondeur, dans ce que ça va racler en soi-même, dans ce que ça, fait surgir du monde, dans cette confrontation de la langue, de soi-même et du monde qui est notre équation perpétuelle. J'avais envie de revenir à Thomas Bernhardt. Alors, juste, c'est pas le but là de cet atelier, quand même situer un tout petit peu cette grande voix, incontournable voix, son dernier livre, hop là, qu'est-ce qu'elle, livre, j'allais dire monstre, qu'est-ce qu'on a, 400 pages, mais des énormes pages écrites serrées, un seul paragraphe. Et cette question du un seul paragraphe, j'avais envie d'y revenir. Donc, Thomas Bernhardt, il commence chroniqueur judiciaire, ensuite il fait des scénarios pour la télé, il écrit des poèmes. Bon, ça tombe pas tout rôti du ciel, tout ça. Et donc, on voit dans son œuvre se fabriquer cette patte-là qui l'amène à des sommets comme Extinction. Et dans ces étapes-là, il y a une suite de romans, Gel, La Plâtrière, qui sont de facture quasi classique. Puis tout d'un coup vient un autre livre, je croyais l'avoir ici, je vais vous le montrer sur l'ordi, il s'appelle Perturbation. Ce récit, il y a eu 2 traductions, celle de Bernhard Kreis, celle qu'on trouve maintenant le plus facilement, Förster, donc 1967. Le narrateur accompagne son père qui est médecin de campagne en Autriche. Qu'est-ce qu'on fait? On prend la voiture et on remonte une vallée. À mesure qu'on remonte la vallée, elle est de plus en plus encaissée, de plus en plus sombre, et la part d'humanité qui vous est renvoyée, y compris dans sa souffrance, parce qu'on ne vient pas là chez les gens bien portants, à chaque fois, pareil, devient plus étroite, plus profonde, et beaucoup plus loin du soleil. Et on continue comme ça, vous voyez, là, des paragraphes, on en a, il y a déjà cette espèce d'âpreté, puis de travail classique du roman. Qu'est-ce que vous voyez? Qu'est-ce que vous entendez? Et comment le texte produit chez l'autre l'image, le son de ce qui pour vous justifie. Est-ce que c'est ce que vous voyez ou est-ce que c'est justement ce qui justifie que vous en entrepreniez là, la confrontation? Et puis, à mesure qu'on avance, je vais aller directement au bout parce que c'est pas de lui qu'on va s'occuper. On arrive à un personnage qui occupe une espèce de château plus ou moins délabré tout en haut. Un type qui vit seul dans une espèce de bâtisse, là, une sorte de nid d'aigle perché. Là. Et là, par contre, il y a un seul paragraphe. Nous nous rendîmes alors sur le mur extérieur du château. Vous voyez là en bas, dit le prince, là c'est Auenstein, et là et voilà. Le type s'est mis à parler. On l'a accompagné. Là, on monte là, sur ces trucs comme le château d'Elseneur. Et puis tout d'un coup, de la page 106 à 156, voilà un paragraphe de 50 pages qui est uniquement le monologue de ce type qui apostrophe le docteur. Thomas Bernhardt a trouvé son mode d'écriture. Ensuite, je dirais, par quel bout commencer? Moi, il y a une trilogie, Maîtres anciens,
type qui vient tous les jours dans un musée, puis qui regarde un tableau, et puis il suffit de ça, arbres à abattre, il y a eu une pièce de théâtre, après il y a eu une réception dans la grande bourgeoisie viennoise, et dans cette réception, l'acteur principal de la pièce, dès qu'il aura fini, il va les rejoindre. Donc c'est juste un moment où on attend, le narrateur se met dans un fauteuil à oreille, et puis il voit tous ces gens, et toutes ces trucs. Et puis, peut-être pour commencer, il y a Béton aussi, évidemment. Moi, je dirais que ce qui serait peut-être le point d'entrée, Ordi, c'est le naufragé, der Untergeher. Il n'y a pas de notion de naufrage, etc. Der Untergeher, c'est celui qui va dessous. L'histoire, toujours Bernhard Kreis, la traduction, on est à Salzbourg, il y a des stages organisés par un pianiste qui a existé, évidemment, Horowitz. Et 3 jeunes pianistes arrivent pour ce stage et vont partager une colloque. Et dans ces 3, il y en a un qui vient du Canada. Il est un peu bizarre parce que quand il joue, d'abord il se met au rebours, tout ce qu'on a, tout ce qu'ils ont appris, il se met sur le clavier comme ça en position toute... Et puis en plus il marmonne, il chante là. Et devant la fenêtre, il y a un tilleul. Et lui, il aime pas, il a besoin de lumière, jouer du piano. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il va dans la réserve de la proprio, lui demande même pas son avis, et il dézingue le tilleul. Dans les 2 autres, il y en a un qui va faire toute sa vie, carrière de pianiste, retour encore à extinction, est-ce que c'est le même, on ne sait pas. Et puis le 3e, lui, il comprend, dès ce moment-là, que, bien sûr, il est bon pianiste, mais qu'il ne fera pas là ce qu'a fait le Canadien. Et donc, il va écrire à la place. Sauf que Thomas Bernhard, il a pris le violon, mais en tout cas, il n'a certainement pas jamais joué du piano. Donc on est totalement dans la fiction. Et puis, que Horowitz ait fait des masterclass à Salzbourg, peut-être, mais est-ce que Glenn Gould, le Canadien, nommé dans le livre, personnage réel, lui, est jamais venu travailler avec Horowitz ou à Salzbourg? Jamais. Donc, c'est une fiction dont le thème, c'est uniquement du génie, de la perfection et du travail dans la discipline artistique. Essayez donc Le Naufragé, si vous n'avez pas lu Thomas Bernhard. Et il y a un double mouvement qui se passe ensuite, donc entre ces parts, là, maîtres anciens, arbres à abattre, béton, naufragés, et une suite de livres qui sont à consonance plus autobiographique. D'ailleurs, en allemand, ils sont rassemblés maintenant tous les 4 sous le même, dans un même volume, joint. Une suite de livres plus brefs, mais qui sont chacun constitués d'un et un seul paragraphe. Prenez le souffle. On est dans un sanatorium, pas loin de Davos, là, dans ces coins-là. On a tout essayé sur le narrateur, un jeune type. Et cette nuit-là, on lui a dit qu'il n'y avait plus rien à faire. Il s'allonge sur une chaise longue, sur un balcon. Il ne sait pas du tout si le lendemain, il sera là encore. Et puis dans le milieu de la nuit, vers 2h, 3h, il y a la conviction intérieure qui naît en lui que oui, il va survivre. Un point de basculement, un seul instant. Et cette question de l'instant, on la retrouve aussi dans le froid, beaucoup moins dans Un enfant, qui est la relation du narrateur à son grand-père. C'est là, peut-être justement le plus autobiographique. Hein. On est l'embrigadement de ces gamins dans les jeunesses hitlériennes, et les chansons qu'on leur fait apprendre. Et puis, en 1945, là, dans la libération, les SS qui tirent sur des parachutes, enfin un avion américain est en flammes, l'équipage saute en parachute et les SS s'amusent à la chasse au lapin avec ces types, des cadavres qui vont descendre sous leur parachute. Voilà le genre de force vive, rauque de la lave que représentent les paragraphes alignés par Thomas Bernhard. Et moi, je voulais qu'on travaille dans la cave, parce que la fiction, le récit, c'est d'abord travailler sur le temps. Et dans la cave, c'est un paragraphe uniquement sur un point, un instant précis. Ordi, Albert Cohn, la
traduction. Il y a toujours un jeu avec les italiques. Servez-vous de ça ou pas? Moi, je trouvais que chez Thomas Bernhard, c'était un petit luxe, un petit truc, mais à ces types-là, il y a assez de grandeur pour qu'on leur pardonne tout. Les autres êtres humains, en italique, je les rencontrais dans le sens opposé, en italique, en cessant d'aller au lycée que je détestais pour me rendre au lieu de mon apprentissage, ma planche de salut contre toute raison, en cessant d'aller vers le centre-ville par la Reichenhallerstrasse avec le fils, etc., etc. Voilà l'histoire. Un gamin de 16 ans décide de ne plus aller au lycée, mais de faire demi-tour et d'obtenir de son grand-père, un enfant, qu'il soit mis en apprentissage, parce que pour lui ça compte, c'est cette autonomie. Alors l'apprentissage, ça va être aller voir un épicier. Alors l'épicier, vous le trouverez assez rapidement, je vais vous mettre des extraits de tout ça. La procédure de mon admission dans son commerce fut on ne peut plus brève. Monsieur Podlar pénétra dans la pièce adjacente où je l'avais attendu, commença à jeter sur moi un bref regard, dit que je pouvais rester tout de suite si je voulais, ouvrit la porte de l'armoire, en sortit une de ses blouses de travail, disant que cette blouse pouvait m'aller. J'enfilai la blouse, il est vrai, elle ne m'allait pas, mais je pouvais la garder provisoirement. Plusieurs fois Podlar répéta provisoirement, puis il réfléchit brièvement, me faisant traverser le magasin bondé de clients, me conduisit dans la rue à la maison où était logé son entrepôt. Là, je devais ramasser la poussière jusqu'à midi avec un balai que mon patron avait tout à coup décoché de la porte de l'entrepôt, mis dans ma main à midi. Lui, Podlar, parlerait de tout le reste avec moi. Il me laissa seul dans l'entrepôt avec son mélange pervers d'odeur, d'humidité, propre à tous les entrepôts de produits alimentaires, ce qui me laissa le temps de méditer sur ce qui était arrivé. C'est-à-dire que tu as voulu ça, tu as voulu quitter le lycée, faire de l'apprentissage, d'abord tu vas faire du balai dans une pièce noire, et puis ensuite il faudra aller dégermer des pommes de terre. Ça veut dire que probablement, même ces questions de tuberculose, quand tu passes tout un hiver là dans une cave à dégermer des pommes de terre, peut-être que justement c'est ça qui t'a totalement bousillé ta vie et qui fait qu'ensuite tu te retrouves en sanatorium, et puis qu'à l'âge de 20 ans, là, on te dit ce sera fini avant demain, même si là, toi, tu survis. Et c'est dans ce sanatorium, autobiographiquement, que l'adolescent Thomas Bernhard est en contact avec des gens qui n'auraient pas été du tout dans sa sphère à Vienne. C'est une dame qui lit des livres et qui lui prête ses livres. C'est un violoniste. Et à chaque fois qu'on avance là, comme ça dans la cave, c'est ça. C'est-à-dire, si je n'avais pas décidé d'arrêter le lycée, donc tout d'un coup, hop là, je fais demi-tour, et les gens qui marchent avec moi dans le même sens, je les vois dans le sens opposé. Je les vois de dos. Non, moi je repars, je les vois de face. Et je me retrouve à dégermer des pommes de terre dans un truc humide et froid et noir. S'il n'y avait pas eu ça, je ne serais pas aujourd'hui là. J'aurais pas connu cette expérience de la mort directement dans le sanatorium avant mes 20 ans. Il va mourir. Il n'a pas atteint les 60. Et il le saura toute sa vie. Simplement, il écrit. Et s'il n'avait pas été confronté à cette expérience de la mort, il ne serait pas devenu l'écrivain qu'il est. Donc celui qui écrit La cave parce que un jour il a décidé d'aller dans l'autre sens. Le jour où j'ai pris le chemin opposé. Et ben voilà ma consigne. D'aller trouver un instant. Alors, le narrateur, est-ce que c'est soi-même? Est-ce que c'est un personnage? Pour vous de fiction, c'est vous qui décidez. On est toujours sur cette frontière. On n'est pas dans le travail autobiographique, c'est pas du tout le but. Donc, on a travaillé déjà, là, plusieurs fois, dans ce cycle, sur l'idée d'un personnage. Donc, c'est un personnage qui décide de prendre le chemin opposé. Simplement, nous-mêmes, dans nos expériences, est-ce que c'est le fait d'aller chercher quelque chose, les conditions dans lesquelles un jour on a pris le chemin opposé? C'est autre chose. C'est une décision qui a été prise sans savoir du tout les conséquences ou les attendus ou ce qui avait fabriqué dans le dessous encore inaccessible à soi-même cette décision. Par contre, à mesure qu'on s'éloigne rétrospectivement de la décision prise, alors à ce moment-là,
on comprend mieux en quoi la décision prise follement, arbitrairement, sur un coup de tête, tiens, en voilà un beau titre, sans illusion à personne, coup de tête, on est parti, et maintenant, vous commencez à comprendre en quoi c'est cette décision, a priori, anarchique, ou en tout cas sans aucune justification, qui vous permet maintenant de vous assumer vous-même et de continuer. Et donc, pour moi, ce serait plutôt ça le point de départ. C'est-à-dire qu'on ne triche pas et qu'on aille explorer un de ces points précisément tel que ça s'est passé pour nous. Par contre, dans le récit, lui, il fabrique un personnage. Et de la même façon que le narrateur de La Recherche du temps perdu, c'est pas Marcel Proust, le narrateur de La Cave, le souffle, le froid, l'origine et un enfant, est-ce que c'est Thomas Bernhardt ou le personnage qui raconte Béton? C'est un gars qui n'arrive pas à écrire son livre. Il bloque, il continue, ça marche pas, il y a sa sœur, etc. Il décide d'aller à Majorque. Il y a beaucoup de germanophones qui vont passer l'hiver dans la douceur de Majorque. Puis il loue un de ses studios, face mer, c'est au 8e étage. Puis tout d'un coup, une nuit, alors qu'il est là sur son manuscrit, il y a un gros bruit sourd. C'est la dame du balcon d'à côté qui s'est jetée. Et donc il comprend que il n'écrira pas son manuscrit. Simplement, lui, il écrit Béton, c'est-à-dire la chute de cette dame du 8e étage par terre. Est-ce que c'est autobiographique ? Bien sûr que non. Est-ce que le narrateur qui nous est produit nous permet de le détacher à quelque moment que ce soit de l'idée que ce soit le nom de l'auteur ? Non. Donc, à vous de gérer comment vous entrez là. Ceci dit, on peut faire l'exercice sans se poser ces questions. Mais je pense qu'au plus direct, c'est d'abord, de toute façon, d'essayer de le comprendre pour vous. À quel moment, vous avez pris le chemin opposé ? Sans savoir pourquoi. Coup de tête. Et là, on l'explore. Par contre, quand vous l'explorez, on l'explore intérieurement. On l'explore quoi ? Oui, il y avait des gens que je voyais de dos parce qu'ils allaient tous au lycée ensemble dans la même direction, dans la rue machin. Et puis moi, quand j'ai décidé de faire demi-tour et de retourner à la maison voir mon grand-père puis dire je veux aller en apprentissage, tout d'un coup, je les ai vus de face. C'est ça, c'est tout. Alors maintenant, là j'ai mon thème. Le jour où j'ai pris le chemin opposé, cet instant, décrypter cet instant. Et parce qu'on se concentre sur l'instant, c'est ça qui nous sauve aussi du déballage autobiographique. Maintenant, moi cet exercice, j'ai souvent aimé le pratiquer en y joignant ce texte de Bernard-Marie Coltès qui s'appelle « La nuit juste avant les forêts », parce que dans « La nuit juste avant les forêts », il y a une seule phrase, une phrase qui dure 21 pages, en dactylogramme tapé très serré. Donc une phrase qui ne finit pas, une phrase avec des virgules, des tirets, des parenthèses, des points de suspension, des points d'interrogation, mais jamais de points. Ça ouvre 3 points, puis la pluie, et puis vous arrivez 20 pages plus tard, donc 50 pages du petit livre, la pluie, et puis 3 points, et puis voilà, c'est une phrase. Donc j'avais l'idée de travailler, c'est comme ça que j'ai pratiqué cet exercice-là régulièrement, en disant, si on l'applique sur l'idée d'écrire pas seulement un seul bloc paragraphe comme Thomas Bernhardt, mais une phrase. Et puis, il y a Dans les hauteurs. Alors, Dans les hauteurs, c'est un texte écrit en 1969, donc 6 ou 7 ans avant Perturbation, période où, justement, Bernhardt est encore chroniqueur judiciaire, donc l'écriture alimentaire, et là, il n'y aura rien d'autre. C'est-à-dire, un type, là, dans une auberge à Vienne, se dit « Mais si je lâche mon boulot, si je lâche mon truc de chroniqueur pour le Demokratisches Wagblatt, là, et que je lâche ce boulot alimentaire qui m'emmène, là, en permanence, là, au tribunal, et puis assister à des horreurs sans nom, là, que j'entends, et sur lesquelles je dois écrire et respecter, parce que ça s'invente pas, parce que chroniqueur judiciaire, ça se passe
cela au tribunal, dans les salles, et puis ensuite, dès que tu as fini, tu vas écrire l'article, quel que soit le contenu que tu as. Et puis là, partant dans cette auberge, puis discutant avec l'aubergiste, et puis une jeune femme qui est là, et puis professeur de collège, tout ce monde là qui se croise là dans ce genre d'auberge, lui, c'est comme béton, c'est-à-dire est-ce que je le lâche ou pas. Et là, je voudrais vous montrer ce livre, parce que il s'appelle Dans les hauteurs. In der Höhe, traduction Claude Porcel, tentative de sauvetage, non-sens. Après, débrouillez-vous. Patrie, non-sens. Et il y a une spécificité, c'est qu'il est écrit par bloc, mais chacun de ces blocs, c'est-à-dire, vous voyez, on attaque par une majuscule, mais ensuite, virgule, et sur 110 pages serrées, là, sur mon fichier que je peux vous envoyer, on n'a que virgule. Alors, il y a les sauts de paragraphes et il saute aussi, il y a des blancs qui ne sont pas sautés une ligne. Pour moi, là, typographiquement, quand un texte fonctionne comme ça, en installant des blancs, si tu vois que c'est sauté une ligne, pouf, la mise en page, elle est molle. Donc là, moi, simplement, ce que j'ai fait, si je passe comme ça, vous voyez que là, à chaque fois qu'il y a qui saute lui une ligne, eh bien, j'ai mis un style particulier et que ce style fait que vous avez une ligne moins haute, et donc si on regarde, en gros, on ne saute pas une ligne, mais on a un blanc qui fait une demi-ligne en plus. Franchement, c'est pas d'importance, ça. Mais cette idée-là du bloc, c'est vraiment ce que je voulais vous proposer d'écrire. C'est-à-dire, à chaque fois, c'est une phrase. Est-ce que c'est une phrase quand ça revient à la ligne ? J'en sais rien. C'est des sortes de versets. Mais sur 110 pages, là, on n'a pas un paragraphe. Il ne sait pas encore écrire en un paragraphe. Mais il utilise une forme où simplement le retour paragraphe sert de rythme à une narration qui, elle, est une seule phrase. Une seule phrase ponctuée, là, de marques de paragraphes. Et s'il vous plaît, il faut jouer le jeu. Je vois toujours quelques textes là dans les contributions. On ne sait pas si c'est du vers ou du machin. C'est une ligne, puis on revient à la ligne, puis une autre ligne toute seule. Puis une autre... Non, ça ne nous avance pas. Ça sert à rien. Mais c'est pas une discussion à avoir ici. Mais là, je vous propose vraiment qu'on travaille sur des blocs, c'est-à-dire c'est une seule phrase sur la totalité de votre contribution, le jour où j'ai pris le chemin opposé. Mais le jour où j'ai pris le chemin opposé, cette phrase continue, elle accepte les trucs de paragraphe, mais il n'y a aucune majuscule. Vous voyez, il y a des points d'exclamation, il y a des points d'interrogation. Quand ça passe au dialogue, ça revient à la ligne. Il y a des jeux aussi d'auto-commentaires. C'est-à-dire, il y a plein de strates, les strates de ce qui se passe, les strates de ce qu'on pense, les strates de ce qu'on veut faire, puis comment on voit le personnage. Donc c'est comme si on prenait cette espèce d'instant compact, le jour où j'ai pris le chemin opposé, et qu'on le dissout. On le dissout pas, on l'éclate en mini-morceaux. Mais la suite des mini-morceaux, c'est une seule phrase. Une seule phrase, il n'y a pas de majuscules, il n'y a que des virgules, et en même temps, si vous voulez faire des blocs et des versets, eh bien, pourquoi il m'intéresse ce texte ? Parce que c'est un texte que Thomas Bernhard n'a pas publié en 1959. Il a publié en 1989. C'est-à-dire que le dernier texte de lui-même, qu'il était encore en train de corriger à sa mort. Il y a quelques petites bizarreries d'ailleurs de typos qui restent là. Le dernier manuscrit qu'il prépare et publie, c'est un texte écrit 30 ans plus tôt, avant de commencer sa carrière d'écrivain. Et c'est pour ça que moi, j'avais vraiment cette demande. Le jour où j'ai pris le chemin opposé, notre thème là, on le prend dans la cave, et la forme là, cette phrase unique avec ses blocs,
On l'apprend dans cette première révélation pour lui de l'écriture libre, de l'écriture littéraire, et qui est passée par une seule grande phrase de 110 pages. Mais avec des versets et avec des blocs. Voilà ce que je voulais vous proposer pour ce soir.